Avis spectateurs, je suis Simon Belmont, et aujourd'hui on va revenir sur la saga Tron. Alors oui, c'est un vlog, et pour le coup, Tron en règle générale, c'était pas vraiment un univers dans lequel je me disais justement, en fait, en gros, qu'il y avait moyen d'en faire un giga gros épisode d'AV ciné, bien écrit, bien développé, et tout le bazar qui va avec. Pour la simple et bonne raison que c'est pas non plus un univers qui m'attirait plus que ça, en fait, à la base. C'est des films qui, principalement le premier est un classique que j'ai eu l'occasion de voir quand j'étais ado, plus quand j'étais gamin en vrai, mais qui pour le coup en fait en gros je me voyais pas en faire une grosse vidéo. Donc je me suis dit, vu que le 3 était sorti et que y avait moyen, je me suis retapé tous les films, en tout cas là pour l'instant je me suis retapé le premier, je vous en fais une critique un petit peu là vite fait à la volée comme ça, on voit ce que ça donne, et si ça vous plaît, j'en ferai d'autres sur d'autres sujets, des films qui sont récemment sortis, comme sur des séries ou des trucs comme ça, ou des trucs que je me refais par nostalgie, ou que je viens de découvrir, alors que ça fait 40 ans que c'est sorti. Enfin bref. On va commencer par 30 premiers du nom, dans ces cas-là. Donc Tron, premier du nom, sorti en 1982 et réalisé par Steven Lisberg. Petit résumé du film, donc qu'est-ce qui se passe dans Tron? C'est très simple. La société Encom est la société qui est pionnière dans les nouvelles technologies. Il y a un développeur nommé Alan, joué par Brooks Boxleiter, qui est en fait en gros développeur justement. En fait, se heurte à un petit problème, c'est que son secteur vient de se faire littéralement fermer par son patron en fait en gros qui dirige la boîte de Encom. Et en fait la raison pour laquelle il a fermé le secteur, c'est tout simplement parce que il y a un ancien développeur en fait en gros qui répond au nom de Flynn, qui est joué par Jeff Bridges, qui essaye désespérément en fait d'accéder aux bases de données. Et donc résultat des courses, en fait en gros, apprenons plus ou moins ça, Alan et sa petite copine, donc Laura si je ne dis pas de bêtises, oui, qui est jouée par Cindy Morgan, vont donc en fait en gros aller demander des comptes à Flynn, et Flynn leur explique tout simplement que 3 ans auparavant, tous les plus gros succès de la boîte, qui sont des jeux vidéo pour le coup, c'était lui qui les avait créés et inventés, qui les avait planqués sur le serveur principal de la boîte, et en gros, le patron qui, à l'époque, en fait, était un simple employé, les a volés, s'est attribué le mérite, et est devenu maintenant PDG de la boîte. Et donc, ils se mettent en tête justement de retrouver justement ces fichiers manquants et prouver la fraude justement du patron. Sauf que, manque de bol, le patron a créé un programme depuis le temps qui s'appelle le MCP, le maître contrôle principal. Et au départ, si le MCP était censé justement faciliter la vie des gens, le MCP commence à prendre de plus en plus d'ampleur et, telle une IA maléfique dans un film des années 80 justement, veut pouvoir dominer le monde. Et donc, dans cet ordre d'idées-là, quand le personnage de Flynn va commencer justement à fourrer son nez où il faut pas, eh bien, il est téléchargé littéralement en tant que programme numérique, dans le système informatique, en fait, en gros, de la compagnie. Et là, en fait, c'est à ce moment-là, en fait, que le film nous dévoile, justement, en fait, en gros, son grand truc, c'est que tous les programmes, en fait, sont la personnification, en fait, en gros, de leur créateur, résultat des courses. Pourquoi le film s'appelle Tron? Parce que Alan a créé un programme qui s'appelle Tron, qui a la gueule d'Alan, qui est joué par le même acteur, en fait, là, pour le coup, et avec Flynn ensemble, ils vont essayer de mettre un terme à la tyrannie du maître contrôle principal, qui, dans, en fait, sa réalité, est en train, littéralement, de détruire les programmes, de les forcer à jouer à des jeux complètement diaboliques, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Alors, globalement, si vous devez regarder le film, là, à l'heure actuelle, regardez-le en Blu-ray, parce que le film date de 82, les effets spéciaux sont assez vieillot, il faut le dire, mais en même temps c'était les technologies de l'époque, mais si vous le prenez justement dans une version restaurée, le film est parfaitement regardable. C'est ce que je qualifierais d'un très bon film d'aventure familial. Il n'y a pas vraiment, en fait, dans l'absolu, de mort, de démembrement, d'explosion, de trucs comme ça, ou quoi que ce soit. Les véhicules sont, ou les environnements, en fait, justement, sont très cartoonesques, entre grosses guillemets, parce que justement, c'est la DA de l'époque qui voulait ça, et c'est, quelque part, une très bonne chose, parce que c'est plus ou moins, en fait, justement, comment voyaient, justement, les gros geeks et les gros nerds de l'époque, en fait, en gros, des tanks, des vaisseaux spatiaux, des trucs comme ça, qui sont, en fait, justement, la base du système de défense même de l'univers, en fait, en gros. C'est-à-dire que quand les programmes comprennent, en fait, en gros, qu'il y a un programme qui bug ou qu'il y a un énorme truc comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des antivirus. Les antivirus sont des vaisseaux spatiaux, sont des chars, sont ce genre de choses, qui sont, comment ça s'appelle, qui ont une DA, en fait, très Space Invader, des vraiment punk de l'époque, en fait, dans ce genre de situation. Et en vrai, je trouve la DA très bonne. Elle a des petits couacs par moment, on va revenir là-dessus après un petit peu plus, mais dans l'absolu, en fait, en gros, le film est parfaitement regardable, à mon sens, en fait, malgré le fait qu'il a 82, 2026, 40 balais bientôt, waouh.
Alors quand je disais par exemple que la DA avait de très bons moments, d'un autre côté, la DA va finir par desservir en fait le propos. Par exemple, quand on arrive justement dans le monde informatique, dans la grille, telle qu'on l'appelle, le problème en fait en gros avec la grille, c'est que là pour le coup, tous les personnages sont en gris. Avec leurs visages sont en gris, leurs costumes sont en gris, tout est en gris en fait. Et le problème, c'est que la seule chose qui différencie un personnage d'un autre, c'est la couleur qu'il porte. Les gentils sont en bleu, les méchants sont en rouge. Tu sens que Star Wars en 77, il est passé par là juste avant. Tu sens le code couleur très en fait en gros inspiration Star Wars. Et ça se ressent d'ailleurs justement dans la musique, mais ça on va en parler après. Donc résultat des courses, il y a des moments par exemple, il y a un moment où le personnage de Flynn étant pas un programme, mais un utilisateur, résultat des courses, en fait, en gros, il finit par voler justement la couleur pour s'infiltrer parmi les méchants. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a un moment, je vois 4 mecs foncer sur Tron leur casse la gueule, et le truc, en fait, c'est que les mecs, putain, j'avais pas fait gaffe, en fait, que c'était lui. C'est-à-dire que le seul truc qui est un peu distinctif, c'est qu'il a un espèce de bout de tissu, en fait, sur lui, qui fait un peu antiquité romaine ou grecque, ou ce genre de choses. Ça s'arrête là en fait. En gros, il y a des moments en fait quand Tron Tron, Ram et Flynn sont à trois l'un d'un côté de l'autre. Il y a des moments où j'ai eu beaucoup de mal à différencier qui était qui. Heureusement justement en fait en gros que les personnages, quand c'est dans ce genre de plan, sont dans des plans assez rapprochés, qui parlent et que en fait en gros t'arrives à voir à peu près qui est qui et qui fait quoi. C'est à peu près tout ce que je dirais de vraiment négatif sur le film. Sinon, pour le reste, bon, oui, le jeu d'acteur est un petit peu légèrement caricatural et surjoué à certains moments, mais en vrai, sinon, pour le reste, ça passe. J'avais hyper peur, justement, parce que d'après mes souvenirs, justement, le personnage de Flynn avait quand même tendance à être un putain de moulin à paroles insupportable parce qu'il faisait des blagues tout le temps. Mais en même temps, en le revoyant là maintenant, tu comprends en fait pourquoi le mec en fait fait des blagues et tout bordel. Déjà de base, c'est un rigolo. Il évolue dans une salle d'arcade, donc résultat des courses, il est entouré de gamins de 14 ans et ses potes sont des gamins de 14 ans, donc il passe pour le grand frère cool même s'il va sur la trentaine. Et résultat des courses, en fait, en gros, tu as justement ce délire où le gars prend rien à la rigolade parce que pour lui, rien n'est réel en fait de ce qui se passe jusqu'au moment où en fait il voit un programme mourir et qu'en fait là il comprend justement que oui, si tu meurs, c'est définitif et tout le bazar qui va avec. Ensuite, au niveau de tout ce qu'il y a de bon. Alors au niveau de la musique, il faudrait que je check un petit peu qui a fait la musique, mais je trouve la musique franchement splendide. Alors la musique a été composée par Wendy Carlos, et pour le coup je trouve qu'il s'est énormément inspiré du travail de John Williams sur Star Wars. Il y a des moments qui m'ont beaucoup fait penser à Star Wars. Je peux pas forcément vous les mettre là au montage pour que vous compreniez un petit peu le délire. Si je devais définir un petit peu en fait l'atmosphère musicale qu'il y a principalement, et beaucoup de musique en fait qui m'y ont fait penser, on pourrait penser qu'un film des années 80, et donc qui par extension en fait en gros parle d'un univers en fait de réalité alternative ou de réalité virtuelle, allait taper à fond dans la Soundwave. Spoiler, pas du tout. Et c'est en ça en fait justement que j'ai apprécié le film, c'est parce que les musiques en fait sont beaucoup plus science-fiction qu'elles ne sont en fait justement années 80. Résultat des courses, je dirais qu'il y a une espèce de mélange très agréable et en même temps très familier du travail en fait qu'il y a eu sur Star Wars avec justement John Williams, et de l'autre côté ce qu'a fait Jerry Goldsmith sur Alien. Il y a des moments qui sont très pam 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 pam, très doux en fait, en gros un petit peu comme justement quand la caméra se balade dans le Nostromo en fait justement dans Alien le 8e passager. Et à d'autres moments bien évidemment il y a des envolées lyriques, bien évidemment il y a des moments qui sont très grandioses. Ça m'a beaucoup fait aussi penser à justement ce qu'il y avait dans le travail sonore de Dune de David Lynch justement, ou d'Alan Smithy en fonction de la version que vous voulez. Mais dans l'absolu, je trouve que la production musicale est vraiment très très bonne, très appel à l'aventure, et en même temps, elle a ce petit côté en fait justement de familier des années 80. Je dirais qu'en fait en gros quand t'écoutes la BO, c'est comme si tu mettais une paire de chaussettes pilou en plein hiver avant de te servir un chocolat chaud. J'ai pas d'autres mots, c'est l'aspect que j'en ai en termes de nostalgie. Après, dans tout ce qu'il y a de bien dans le film, bien évidemment, je vais pas revenir, je pense, ce serait pas vraiment intéressant, en fait, en gros, de rappeler, justement, encore une fois, que les effets spéciaux de 82, ils étaient révolutionnaires. Tu regardes ça, maintenant, t'as vraiment l'impression de voir, comment je peux dire ça, sur certains plans, c'est le célébrissime écran de veille Windows 98. Mais ce qui est cool, c'est que le film a au moins eu le talent, justement, en fait, d'avoir envie de proposer un écran de veille Windows 98 cinématographiquement.
Quand par exemple les personnages sont justement dans le circuit moto de la grille et donc doivent s'affronter et tout ça, il y a ce moment où en fait justement les tournants en fait en gros du labyrinthe, qui est un gigantesque Snake, hein, c'est le jeu du serpent qui clac 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 clac, et tu dois éviter justement les murs qu'en fait ton adversaire met. En fait ils ont essayé de les filmer avec une vraie intention de vitesse, avec une vraie intention de mise en scène, tout ça, ce qui fait que 82, 2026, tu le regardes, ça passe encore. C'est vrai que c'est très un peu vieillot, mais avec un bon, comme je le disais tout à l'heure, avec un bon restaurage HD Blu-ray, ça passe crème. Il y a aucun problème. Et c'est en ça que j'apprécie beaucoup le film. C'est que malgré le fait que c'est un film des années 80, le plaisir, il est toujours là. C'est un excellent film d'aventure, de découverte, de ce genre de choses. Dans le principe, par exemple, le film, si tu dois le définir en une phrase, je pense que là, tu reprends les 5 mots de notre apôtre JDG, qui va te dire que c'est la définition même du gros film de nerd puant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en gros, le film va réussir à vulgariser justement des concepts qui, jusque-là, dans les années 80, étaient des trucs, mais que le commun des mortels se pétait les dents dessus, parce qu'ils comprenaient que dalle, là où, en fait, en gros, l'élite, en fait, justement, du codage, les mecs qui créaient les jeux vidéo et tout le bordel, ou même, justement, qui tapaient dans les nouvelles technologies, justement, qui étaient les ordinateurs de l'époque, pour eux, c'était, comment je pourrais dire ça ? C'était commun, en fait, en gros, pour eux, c'était leur langage à eux. Et dans l'absolu, voilà, le film va volontairement, en fait, en gros, vulgariser justement des termes. Je vais donner un exemple tout bête. Tron est un antivirus. C'est un antivirus, donc il est codé pour casser la gueule, en fait, justement, des autres programmes. Tron, il a une fonction, tu dois, justement, détruire le maître contrôle principal. Tron, c'est normal qu'il soit plus fort que les autres et tout ça. Et donc, on anthropomorphise une ligne de code en personnage. On se dit tout simplement, en fait, en gros, que pour que le spectateur puisse justement intégrer le fait que les personnages sont censés être des robots, même pas en fait des robots, mais des lignes de code, donc du 1 et du 0 sur du binaire, on en fait un être vivant. Il y a des moments où, par exemple, ils vont à un moment boire, en fait, en gros, à une source. C'est une source d'énergie. Et donc les mecs, ils sont requinqués. Ils boivent, en fait, littéralement à une source d'énergie. Sur le papier, en termes de définition, comment vulgariser, en fait, en gros, que tu viens de brancher ton PC, c'est génial. C'est très intelligent, en fait, justement. Et donc, par extension, Flynn, lui, il y a un moment, il va finir, en fait, petit spoil dans l'intrigue, mais il va finir par, littéralement, faire fonctionner, en fait, justement, un vaisseau spatial. Comment ? Pourquoi ? Comment c'est possible ? Bah oui, il peut le faire. Les programmes, en fait, sont censés être codés pour faire une action. Par exemple, RAM, il est codé pour justement optimiser un tableur Excel dans comment je peux dire ça, dans un logiciel en fait qui est là pour gérer les retraites en fait et les assurances de retraite. Il peut pas en fait justement piloter un vaisseau spatial parce qu'il est pas codé pour. C'est pas son travail entre grosses guillemets. Mais Flynn lui de son côté, il est codé pour rien. C'est lui qui crée le code. Donc en gros, il a littéralement le mot de passe utilisateur. Il peut faire tout ce qu'il veut. Résultat des courses, en fait à un moment, il se dit tiens, je peux faire un truc avec le robot là, l'espèce de vaisseau spatial géant. Pouf, il réanime le vaisseau spatial géant, le mec il trace avec. L'idée en fait en gros de vulgariser le fait de bonjour, tu as le mot de passe administrateur, tu peux faire tout ce qui te plaît, tu peux coder des lignes de code, tu peux créer un programme, tu peux modifier certains, il est là et c'est là où c'est génial. Et pareil, un truc que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est par exemple, il y a un moment où les héros se font logiquement capturer. Dans le principe en fait en gros, on pourrait penser que Sartre, qui est en fait justement la définition du second en fait en gros du grand méchant, pour le coup ce serait le Dark Vador d'un côté et le MCP c'est l'empereur, on pourrait penser tout simplement en fait justement que Sartre devrait tuer les héros. Pas de débat, pas de question, pas de machin, vas-y, il bute les héros, on n'en parle plus. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce que il sait que Flynn est pas un programme, mais un administrateur. Il s'est laissé interprétation, en fait, en gros, que les programmes ont une certaine forme de religion vis-à-vis, en fait, de leur créateur. Pour eux, les administrateurs, les codeurs, sont en fait, en gros, les dieux qui leur ont donné la vie. Exactement comme nous, humains, on pourrait penser, littéralement, qu'une déité X ou Y nous aurait créé, et donc, par extension, en fait, on lui doit quelque chose. Et en fait, les programmes, vu que ne sont que fonctions, ils ont ce principe en fait d'obéissance déjà de base. Franchement, premier degré, je trouve que l'idée en fait d'inclure justement dans le film une idée toute bête en fait qui est de dire que il y a une déité, il y a une religion, il y a de la théologie, sans te l'enfoncer dans l'œil à coups de poing en fait comme un gros sauvage, est super bien géré. Et en fait en gros c'est géré comment ?
c'est géré en fait justement par rapport au personnage qui en parle, mais aussi surtout en doute. Je vais prendre le personnage de Sartre Sartre. Donc Sartre en fait en gros, je me posais un moment la question, pourquoi tu butes pas les héros le gars? Bah en fait pendant tout le film on va te distiller des petites idées comme quoi en fait en gros le mec il en a rien à péter en fait de détruire des programmes. Lui il est chaud, littéralement c'est un guerrier, il veut se battre et tout le bordel, il est codé pour faire respecter la volonté justement du MCP. Et en gros à un moment le MCP lui dit attention tu vas devoir affronter non pas un programme mais un utilisateur, un constructeur. Et là en fait le gars il a un moment de waouh. Sur patron, parce que tu peux les gars qui nous ont créé, je dois faire un 1v1 avec Dieu en fait, comment ça se passe et tout. Le MCP bien évidemment lui met un coup de pression, donc en fait en gros la pression d'être détruit fait qu'il va être une plaie dans les fesses de nos héros pendant tout le truc. Mais en gros quand il retrouve Flynn, tu vois justement en fait en gros qu'il est tiraillé entre la peur que lui inspire le MCP et en même temps bah justement l'obéissance, je dirais même plus en fait la déification qu'il doit avoir envers justement ses créateurs. Et l'idée en fait passe complètement par le jeu d'acteur, la mise en scène et ce genre de choses, et c'est une super bonne idée. Je dois avouer en fait en gros que ça me manquait justement quelque part en fait ça, maintenant à l'heure actuelle où les codes en fait du cinéma sont placés sur il faut tout surexpliquer pour la simple et bonne raison que notre spectateur de base va binge-watcher ça sur Netflix ou sur Amazon Prime ou sur Disney+, et donc résultat des courses, en fait en gros il regarde le film, en fait il est comme ça, et en même temps il est comme ça. Voilà, il est avec son portable à la main, en fait, en gros, il fait autre chose en même temps. Donc il faut tout le temps, en fait, faire penser le film pour qu'en fait, le spectateur décroche pas, parce que, en fait, en gros, le format de vidéo à la demande fait que il faut donc surexpliquer en permanence pour éviter que le spectateur, il lâche le fil et tout. Génial. Je vais pas commencer à me lancer sur un débat de pourquoi je considère que ça, c'est une grosse connerie. Mais, voilà, quoi. Bref. J'ai parlé à peu près, je pense, de tout ce que je voulais dire. Il y a une question que je trouve très conne, par contre. C'est comment Flynn, en fait, en gros, à la fin du film, il revient. Si autant le simple fait, en gros, qu'on expliquait vite fait qu'il s'était approprié le code du MCP et donc qu'il pouvait influer sur le laser qu'il a justement dématérialisé pour le rematérialiser dans le monde, en fait, en gros, réel. Je pense que ça aurait été juste de bon ton. Mais sinon, à part ça, j'ai rien d'autre vraiment à dire. Je soulignerai en fait juste à quel point l'œuvre qu'est Tron a été fondatrice justement pour tous les films en fait après derrière qui ont parlé de justement que ce soit par rapport au transhumanisme ou en fait en gros de la culture en fait que je qualifierais de le monde digital. Voilà, j'ai pas digital mais le monde numérique. Dans le principe, en fait, en gros, par exemple, tu sens que Tron a eu une énorme influence sur Matrix, par exemple. Tu sens aussi que Code Lyoko s'est énormément inspiré de Tron par rapport, en fait, au fait de prendre des gens dans la vie réelle et de les téléporter, justement, dans un monde numérique, tout ça, avec, justement, en fait, des programmes qui, en fait, sont des concepts anthropomorphiques en fait en gros de programmes et donc qu'ils ont une fonction comme un petit peu Xana qui enverrait justement les scarabées, les machins, ce genre de choses et les agents qui sont en fait littéralement justement les méchants de Matrix et qui sont en fait en gros les antivirus du système, tout ça. Tu sens que Tron ça a été la brique de base, ça a été le truc qui a permis en fait après derrière à ce que beaucoup d'autres créateurs en fait justement apportent leurs briques à l'édifice pour créer un mur en fait de science-fiction qui est à l'heure actuelle en fait justement assez sympathique, je dirais. Bref, maintenant que Tron premier du nom, c'est terminé, et on va passer à Tron, l'héritage, la suite. Je me fais le film et je reviens dans une seconde. Ça, le film il est passé à ça, vraiment, de rester dans les annales, j'ai pas d'autre mot. Alors Tron l'héritage sorti en 2011 est réalisé par Joseph Kosinski qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est sa toute première réalisation. Alors, on est toujours dans les années 80 et Flynn a totalement disparu en fait, en gros, du jour au lendemain. On apprend qu'il a eu un fils quelques années après justement être revenu de la grille, qu'il a créé en fait justement, qu'il a repris les rênes d'Encom et qu'il est devenu le PDG, et qu'il a créé une toute nouvelle grille et tout ça qui va avec. Et donc par extension, en fait, en gros, du jour au lendemain, le mec disparaît, laissant son fils tout seul. 20 ans plus tard, Alan, qui est toujours joué justement par le même acteur que dans le premier, et dont je vais pas m'embêter à reprononcer le nom parce que je le trouve imprononçable, a plus ou moins, en fait, justement, servi de papa de substitution au jeune, justement, Sam Flynn,
le père de, enfin le père, pardon, le fils de Kevin Flynn, et pour le coup, en fait, il vient lui annoncer une nouvelle. Spoiler, ton père m'a bipé. Sur mon vieux pager des années 80, j'ai reçu un message. Ça provient, en fait, en gros, de la vieille, comment ça s'appelle, de la vieille salle d'arcade que ton père avait, et qui est censée être fermée depuis plus de 20 ans. Donc, si t'as 2 minutes, passe voir, parce que, voilà. Sam, il est pas super chaud, parce que tu sens qu'il en veut à son père, en fait, en gros, que son père a disparu, tout ça, et pour lui, en fait, en gros, soit il l'a complètement abandonné, et il est parti vivre avec 3 prostituées et de la cocaïne au Costa Rica, soit il est mort, et résultat des courses, il y va un petit peu en mode « mais ». Et une fois sur place, en fait, il découvre que son père, il y avait un labo secret, et en réactivant, en fait, accidentellement ou volontairement, je saurais pas le dire, le laser, il se retrouve dans la grille que son père avait créée. Une grille toute nouvelle génération. Et comme il est sur la grille, en fait, en gros, ça va occasionner pas mal de problèmes. Il rencontre, en fait, un programme qui a le même visage que son père, en fait, en gros, sauf que cet homme n'est pas Flynn, c'est en réalité Clou, le programme, en fait, en gros, que son père utilisait pour justement hacker le système, en fait, de Encom dans le premier film, et qui visiblement a pris le pouvoir et dirige cette grille d'une main de fer, tel un dictateur, et compte bien, en fait, justement, se téléporter, en fait, justement, dans le monde réel pour asseoir sa domination. Voilà pour le pitch de base, en fait, de ce qu'est Tron l'héritage, et sur le papier, c'est un putain de bon film. Sur le papier. Parce que dans les faits, en fait, en gros, il y a pas mal de petits problèmes qui rendent le film, je dirais pas mauvais, je dirais pas maladroit, je dirais con. Et en fait, c'est ça le problème. Comment je peux dire ça? Le film, comme je le disais, il rate à ça, en fait, en gros, d'être, littéralement, une putain de bonne suite. Il y a pas mal de choses qui sont super sympas. Par exemple, Disney a décidé de moderniser son logo pour une fois. Donc on n'a pas le pam 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 pam. Là, on a en fait des espèces de rayons laser qui vont en 3D faire le logo de Disney. J'ai trouvé l'idée pas mauvaise du tout. Il y a un truc qui m'a particulièrement saoulé, par exemple, en gros, c'est que quand tu compares la téléportation dans la grille, dans le premier film où le mec est désintégré ligne par ligne comme une espèce d'imprimante 3D, mais qui désintégrerait au lieu de créer, en fait, en gros, là, t'as juste un whoosh. Et pouf, le personnage, en fait, en gros, il est TP dans la grille. Mais je m'attendais à mieux, en fait, en gros, ça fait effet After Effects, mais ça fait pas... c'est pas impressionnant. Je vais même pas reparler, en fait, justement, du truc du... Oui, mais pour l'époque, 82, c'était impressionnant. Pour avoir revu le film, là, dans la journée, c'est bête ce que je vais dire, mais... Putain, entre la musique, les plans de caméra et les effets spéciaux, je suis désolé, mais la TP, elle était impressionnante. Là, pour le coup, en fait, ça fait juste whoosh. Par contre, j'ai apprécié, justement, en fait, l'acteur qui joue Sam... qui, pour le coup, en fait, en gros, a une vraie réaction. Le mec est en mode... Qu'est-ce que le fuck? Ouais, je suis où? Putain, merde, waouh. Le mec est complètement paumé dans ses pompes. Résultat des courses, en fait, ce qui m'a vraiment saoulé, c'est que on a 1h10, 1h15 de film qui est exceptionnel. Même pas exceptionnel, qui est excellente. Et après ça, ça part complètement en couille. Je veux dire, l'intro du film, par exemple, en fait, en gros, Sam s'introduit dans les locaux de Encom, et pirate lui-même, en fait, en gros, le lancement d'un nouveau système d'exploitation qui est censé être révolutionnaire et tout le bordel, mais qui est hors de prix et tout, et Sam considère que justement, en fait, en gros, Encom vaut mieux que ça, et donc veut que la société le balance gratuitement sur Internet. L'idée est très bonne. La résolution est très bonne aussi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un vrai jeu de chat et de souris où le mec, en fait, en gros, il cambriole sa propre société. La résolution de la chose est hyper cool parce qu'en fait, en gros, t'as l'impression vraiment que Sam, ils essaient de le rendre cool en le rendant borderline, en le rendant, je fais un peu ce que je veux quand je veux, alors que le personnage, en fait, en gros, dans le principe, il est actionnaire majoritaire. Le mec, il pourrait se pointer littéralement et dire, non. Et toi, je te vire, et toi, je te vire, et toi, je te vire. Parce que le gars, en fait, c'est lui qui dirige la compagnie. C'est lui, en fait, en gros, le plus gros, c'est lui le boss, en fait. Et le truc, c'est que, le voir agir comme ça a une certaine logique, parce qu'ils ont envie de caractériser le personnage, ils ont envie de montrer de quoi il est capable, ce qui fait que ça justifiera les scènes d'après. Scène d'action où, par exemple, en fait, en gros, il va d'un ride la moto, en fait, en gros, justement, de Tron, et littéralement gérer à mort. Parce que, justement, on veut montrer, en fait, en gros, que, bah oui, il sait gérer une moto, il sait faire des trucs, physiquement, ça va, il s'en sort très bien, bref. Il y a une tentative d'introduction qui est intéressante. Mais dans les faits, en fait, c'est ça où le truc se casse un peu la gueule. C'est que, bah, malheureusement, ça a pas de sens. Parce que le gars pourrait faire ça, en fait, juste en rentrant dans le bureau et en disant non. Voilà. Ça s'arrête là. Et ça va encore parce que c'est l'introduction
des problèmes en fait du film. C'est-à-dire que dans le principe, comme je l'expliquais, pendant 1h20 du film, le film est excellent. On a de très bonnes scènes d'action, on a une musique qui est incroyable. Je veux pas être emmerdant, mais pour le coup, c'est les Daft Punk qui ont fait la musique. Spoiler, y a pas de débat. Y a pas de débat, y a pas une seule musique qui est achetée. Certains moments, les musiques sont mis un petit peu n'importe comment, on va pas se mentir, mais ça, je pense plus que c'est malheureusement au monteur et au réalisateur que la faute incombe. Et donc, résultat des courses, en fait, en gros, pendant cette heure 20 en fait de film, tout se tient, tout est nickel, tout est parfait, la réalisation est très bonne, malgré, je dirais en fait en gros, une réalisation qui est légèrement timide. C'est-à-dire que pendant les phases de combat par exemple, tu sens que le réal il a envie de faire des trucs. Tu sens qu'il a envie de jouer avec la caméra par exemple, dans le célébrissime, lancer le combat de disques. Dans le premier film en fait ils avaient des espèces de disques qui étaient, objectivement parlant, des frisbees qu'ils avaient peints. Con, mais voilà, c'est moche. Là, ils ont essayé de moderniser le truc. C'est un disque tu sens qu'il est en carbone, qu'il est en néon, pareil pour les costumes qui sont maintenant en carbone. T'as une vraie armure avec des LED dessus et tout. Il y a vraiment un glow-up, en fait, en gros, au niveau de la direction artistique qui est excellente. Et dans les combats, en fait, en gros, les mecs se lancent des disques, en fait, tu vois, et le disque, il fait fouche, 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 fouche. Les mecs, en fait, en gros, ils se bastonnent avec des disques à travers la gueule. Et en fait, t'as des moments où, en fait, le mec, il lance le disque, la caméra suit le disque, et là, t'as un cut. Pourquoi tu cut? Laisse, en fait, le mec contrer le disque, renvoyer le sien, et joue avec la cam, en fait, en gros, en faisant, en fait, en gros, en faisant en sorte que la caméra, en fait, elle suive le disque. Ça rend un petit peu de dynamisme, même si tu le fais pas ça très longtemps, parce que ça peut très vite être, Gerbotron 2000, parce que les spectateurs, en fait, ils vont être, comme ça, tu vois, la caméra qui fait ça. Ça peut être légèrement décontenançant pour les spectateurs, mais c'est pas grave en vrai. Essaye un ou deux plans comme ça passe. Là, tu sens qu'elle est timide parce que il surcut en fait en gros les scènes d'action pour justement rendre ça plus agréable. Et c'est bête, mais c'est souvent en fait la marque justement des réalisateurs qui ont très peu de confiance en leur montage ou en leur scène d'action et qui préfèrent justement jouer la sécurité parce qu'en multipliant les points de vue, en multipliant les cuts, en fait en gros ils se disent que les gens ne seront pas perdus, que c'est plus fluide, que ça donne une fausse sensation de dynamisme, qu'il se passe quelque chose. Malheureusement non, en fait, c'est l'effet, je te mets un bout de clé en fait sous la gueule et résultat des courses, ouais, tu t'as l'impression en fait qu'il se passe des choses, mais ça manque en fait en gros d'une patte, d'une originalité. Par contre, en termes d'originalité, mon dieu, oh là 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 là, je vous mets des images vite fait, des designs des véhicules, genre la moto. Le tout-terrain, en fait, en gros, bagnole qui se transforme en quad en même... Enfin, pas en quad, mais en tout-terrain, tout le bordel. Les avions, les gros vaisseaux, c'est... En un mot commençant, Monsieur Elon Musk, c'est ça qu'on voulait, putain, quand nous, on nous parlait dans les années 2000. Le futur, les voitures électriques volantes et tout le bordel qu'elle a avec. Pas ton espèce de cube de merde, là, qui ressemble strictement à rien. Mon dieu, mais, je veux dire, entre conduire ça et ça... Vous choisissez quoi? Parce que moi, personnellement, je suis un gamin des années 90. Mon choix, il est fait, quoi. Ça, pour moi, c'est un cube. C'est un jouet pour enfants de 5 ans. Et je suis désolé, mais non, quoi. Parenthèse digression terminée, faut dire la vérité. Oui, la DA est exceptionnelle. Il y a vraiment tout un travail. Il y a vraiment tout un truc. T'as l'impression, en fait, en gros, en permanence, que il pleut, il fait moche. Et en fait, en gros, ça donne un aspect vraiment, je dirais, dépressif, en fait, à l'ensemble. Mais en même temps, c'est voulu parce que l'idée est de transmettre... On est en dictature, on est sous le régime de Clou. Donc, résultat des courses, en fait, en gros, la grille est en permanence, en fait, sous un mauvais temps. Pareil, en fait, ça fera un parallèle aussi, justement, avec le fait que le personnage de Korra va poser des questions à Sam en mode, c'est quoi un lever de soleil? Parce que dans le monde, justement, de Tron, le soleil n'existe pas. Parce que personne n'a besoin de coder le soleil, vu que ils ont pas besoin de manger, ni de dormir, ni de vitamines, ni de machin, de trucs comme ça. Ce sont des programmes, et donc, par extension, ils ont pas besoin du soleil. Et je trouve l'idée géniale, en fait, justement. C'est la transcription à l'image, en fait, en gros, et au son, un état d'esprit, en fait, de l'état policier dans lequel, justement, Clou a plongé, justement, la grille. Maintenant, dans le principe, parlons un petit peu de ce qui va pas dans le film. Dans l'absolu, le film se tient. C'est-à-dire que le film a beaucoup de points positifs, a beaucoup de bonnes idées, je disais par rapport à la DA, par rapport à beaucoup de choses. Par contre, il y a pas mal de petites choses qui vont pas. Par exemple, le reswap de Jeff Bridges, style 720p, au début du film, non. Et justement, vu que Clou a la même gueule, parce que c'est dans le principe, en fait, les programmes ont la même tête que leur concepteur, Clou a la même tête que Flynn, puisque Flynn l'a créé, no problemo. Et dans l'absolu, pourquoi vous avez montré Flynn au début du film?
là, j'ai un petit pépin avec ça pour la simple et bonne raison que ça aurait été justement hyper intéressant d'avoir la révélation Clou, qui est c'est en mappé pour le coup, tu vois le truc, mais ça aurait été moins dérangeant parce qu'en fait, bah, justement, Clou est un programme. Donc le fait d'avoir un Jeff Bridges style PlayStation 2, PlayStation 3, ça n'aurait pas dérangé en fait en gros. Pourquoi? Parce que bah, lui c'est un programme, et donc par extension, en tant que programme, il n'y a aucun souci à ce que ce programme soit physiquement en fait en gros bah en mode reswap en fait Uncanny Valley. Après d'un autre côté, je vais être très franc avec vous, pour la comparaison, bah c'est bête, mais si je regarde un petit peu la Leia qu'on a eu de Rogue One ou d'autres personnages qui ont été reswap, genre Harrison Ford justement dans le dernier Indiana Jones jeune, et Flynn, en vrai niveau de technologie, je pense qu'il manque quoi, 5 ans, il manque même pas, je dirais 6 mois de boulot en plus. On avait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, franchement, j'ai pas l'impression, en fait, en gros, que la technologie, en 2026, a fait autant de progrès pour rajeunir les acteurs ou quoi que ce soit. Même dans le Hobbit, où il y avait justement ce délire avec Christopher Lee, qui avait eu un gros reswap ou quoi que ce soit pour paraître plus jeune. Les caméras, en fait, en gros, avaient un effet vachement plastique, justement, sur lui. Et ça rendait le truc, mais complètement faux, complètement con. Et résultat, ben... personnellement, ça me dérange pas. Mais ils auraient dû garder ça pour Clou. Ça aurait été moins, en fait, en gros, justement, dérangeant. Parce que, bah, dans la diégèse du film, le personnage est un programme. Donc le fait que ce programme ressemble à une animation PlayStation 3 n'aurait pas du tout été dérangeante. Voilà déjà donc pour ça. Et après, le plus gros problème du film, en fait, c'est Sam. Voilà, c'est que toutes les situations problématiques, en fait, dans lesquelles les personnages vont se fourrer, sont à cause de Sam. Et en fait, le film essaye tant bien que mal de lui filer des one-liners, de lui filer des idées, en fait, en gros de « Hey, regardez, notre héros, il est cool et tout le bordel ». Personnellement, le comédien de doublage qui donne sa voix en VF, c'est Adrien Antoine. Donc, traduction, de base, pour moi, il est cool. Il n'y a pas de débat. Adrien Antoine a la voix de l'homme le plus cool du monde, c'est-à-dire Henry Cavill, et de Archer. Trouvez-moi une voix plus cool que ça, et de toute façon, je serai d'une mauvaise foi affligeante, vos arguments sont invalides. Voilà, y a pas de débat. Non, plus sérieusement, c'est que, en fait, en gros, ils essayent tant bien que mal de le rendre cool, de le rendre un petit peu, pour ceux qui ont déjà joué, justement, à Uncharted, il a un peu ce côté Nathan Drake. C'est le mec qui fout la merde, qui te regarde, qui balance une blague, et ça passe. Mais on apprécie Nathan Drake, justement, parce que on a le temps d'apprendre à le comprendre, on a le temps d'apprendre à le connaître, et surtout, plus important, en fait, en gros, Nathan Drake, on l'apprécie parce que, justement, il a ce petit côté attachant. Il est là, on comprend pourquoi il se bat, on comprend pour se faire ce genre de choses. C'est pas le cas de Sam, et c'est là où j'en viens justement. Arrivé pile à 7h20, le personnage en fait en gros de Jeff Bridges, donc le père physiquement de Sam, retrouve Sam, petit spoiler. Et donc, il commence à discuter un petit peu, tout ça, et en fait en gros, ben, le père demande à son fils, ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu, comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? T'as un boulot? Non. T'as fait des études? J'ai arrêté mes études. T'as une petite copine? Personne en vue. J'ai un chien. Et en fait, c'est là où tout le personnage s'effondre pour moi, en fait. C'est-à-dire que le gars va passer son temps à faire des conneries, en fait, en gros, dont se mettre volontairement en danger, mettre volontairement son père en danger, pour retourner dans son monde. Le problème, en fait, c'est qu'il y a aucune vraie raison de retourner dans son monde. Voilà. C'est que si autant, tu vois, il a expliqué. Je me suis mis en couple avec une nana, on a eu un enfant, mais elle et moi, on s'est séparés. Je veux retourner dans le monde réel pour retrouver mon fils parce que je veux pas en fait reproduire les mêmes erreurs que mon père. Parce que son père a disparu. On n'en parle plus. No problemo, on n'en parle plus. Voilà, pas de souci. Et ça me laisse même de la place à la romance justement avec Cora, qui arrivera après derrière. Non? Sam c'est une page blanche, et donc résultat des courses en fait en gros, du moment où Jeff Bridges il arrive, ça casse tout le délire. Et donc, par extension, faut que je vous parle un petit peu du développement, en fait, du pourquoi, du comment. Dans les faits, en fait, en gros, Clou peut pas retourner dans le monde réel parce qu'il lui manque, en fait, le code source de Flynn. Le code, en fait, en gros, qui permet, justement, en fait, en gros, à un humain à se transformer, entre grosses guillemets, en programme virtuel et à revenir dans le monde réel. Clou, il peut faire, je fais venir un truc. Mais il peut pas faire l'inverse. Donc résultat des courses, ils nous ont inventé tout un délire pour expliquer qu'en fait en gros plus Flynn se bat,
plus Clou devient fort. Comment, pourquoi? Aucune explication. Et à côté de ça, en fait, en gros, ils expliquent que Clou a besoin du disque de Flynn pour revenir dans le monde réel, mais que si Flynn, qui je rappelle est administrateur, traduction, il peut mentalement faire CTRL-ALT-SUPR, programme, clic droit, supprimer, et désinstaller Clou. S'il fait ça, soi-disant que ça les détruirait tous les deux. Hein? C'est le plus gros plot hole du film, il y a un trou en plein milieu du délire. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends absolument pas pourquoi ils ont mis ce truc en route. Excepté pour un Deus Ex Machina de dire que Flynn, dieu tout-puissant d'un monde virtuel qu'il a créé, ne peut pas détruire son programme qui est parti en cahuète. C'est con. Et c'est ça le problème encore une fois, c'est que c'est pas dommage, c'est pas idiot, c'est juste, c'est con en fait. Donc résultat des courses, Sam, à cause de ça, veut rentrer chez lui. Et donc, il va volontairement, par concours de circonstances, mettre son père en danger pour, en fait, en gros, rentrer chez lui et essayer de supprimer Clou. Sur le papier, c'est une idée de merde. Dans les faits, c'est une idée de merde. Et en fait, en gros, c'est hyper con, mais je comprends le délire. Il vous fallait la grosse scène, en fait, justement, avec d'un côté la boîte de nuit, vous mettez les Daft Punk dedans, en tenue, en plus, c'est super cool. On prend Michael Sheen, donc Aziraphale dans Good Omen, justement pour jouer le barman, qui est en fait, en gros, un agent double-triple. Bref, ça part en couille, il y a la grosse musique et tout, blablabla, belle scène d'action et tout. No problemo. Mais en fait, vous pouvez arriver au même résultat sans vous faire chier. Au début du film, quand Clou récupère justement Sam, il a son disque entre les mains. Pourquoi vous avez pas fait en sorte que Clou mette discrètement un virus traceur dans son disque? Il met une petite ligne de code qui fait que Clou peut retrouver. Résultat des courses, il le jette dans l'arène, il est sauvé, il va chez son papa, et là à ce moment-là, t'envoies toute l'armée en fait le récupérer. Flynn est capturé, il récupère son disque, mais comme c'est un programme en fait créé par un administrateur et que ça va prendre du temps justement pour décoder le truc, ben en fait en gros ça laisse tout le temps justement à nos héros d'aller voir justement ce dit Michael Sheen qui est patron de boîte de nuit, de trouver un moyen de négocier avec lui pour avoir accès à la tour de Flynn, sauver son papa et tout le bordel. En fait en gros vous aviez une autoroute en fait en gros pour rendre le film cohérent. Mais ce que je viens d'expliquer là qui fonctionne, c'est une idée qui est pour moi bidon, c'est-à-dire que c'est une idée hyper simple et pas originale de régler en fait justement un souci de merde, comment on fait pour que les héros puissent entre grosses guillemets être confrontés aux méchants. Parce que justement toute la métaphore de la chose c'est que si Flynn se bat, ça renforce Clou. Donc pour gagner en fait contre Clou, il faut qu'il laisse les programmes en fait en gros qui sont asservis par Clou se rebeller contre Clou et lui ne doit pas intervenir. Dans l'idée, si vous avez vu War Games, aussi un autre film des années 80, en fait, en gros, vous comprenez le délire. C'est une partie d'échecs, mais en fait, les deux sont sûrs et certains de vaincre l'autre, mais pour vaincre l'autre, il faut se sacrifier soi-même. Traduction, peu importe qui va jouer, il y a un perdant. La solution pour gagner, c'est de ne pas jouer. Jusque-là, j'adore l'idée. En vrai, j'adore l'idée. Vous auriez pu expliquer tout simplement que, malheureusement, en fait, en gros, plus à la MCP, littéralement, plus Clou, en fait, corrompt ou détruit le programme que j'ai créé, plus ça affaiblit mes pouvoirs, en fait, d'administrateur, et lui, ça le renforce. On n'en parlait plus. Et ça justifiait, justement, le fait que, s'il continue à créer des programmes, ça part en couille. Bref. Voilà, et donc on se retrouve en fait dans cette situation où le personnage principal, en fait, en gros, est le plus gros problème de son univers. Et ce que je viens d'expliquer, en fait, les petites solutions pour empêcher justement que le scénario soit con, en fait, pour moi, c'est du bidon, en fait, en gros, parce que je suis pas scénariste, et donc, je vais donner pour moi, en tant que spectateur, une idée qui est toute bête, et qui, en fait, justement, règle ton problème. Parce que, dans l'absolu, c'est pour moi le b.a.-ba, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça n'a pas vraiment d'originalité dans comment, en fait, en gros, on fait pour que le scénario surprenne le spectateur. En fait, si tu ne peux pas surprendre le spectateur, si t'as pas envie de surprendre le spectateur, tu fais du classique, et en vrai, ça marche très bien. Parce qu'en fait, en gros, en réglant justement ces petits problèmes-là, le film aurait pu justement être à la fois une très bonne suite, un très bon revival de la licence, en fait, justement, Tron, et encore une fois, aurait pu justement amener à des suites, en fait, en gros, à continuer l'univers de Tron, qui est franchement pas dégueulasse. Un autre point noir, Tron, il est là pour être là, pour avoir son nom sur l'affiche.
Tron il sert à code. Et pire encore, le design de Riezler, en fait, en gros, donc Tron a été récupéré par Clou et a été corrompu. Et donc, résultat des courses, c'est devenu comment ça s'appelle, le chien de garde, en fait, de Clou. Dans l'absolu, super bonne idée, ok, pas de souci. Pourquoi vous lui avez pas fait un nouveau putain de design? Parce que, objectivement parlant, il est à chier. On dirait un méchant, un méchant, bah, je vais prendre un exemple tout bête, mais si vous avez vu la saison 3 de Doctor Who, c'est les méchants de la première saison, c'est les blobs de matière, en fait, qui sont des motards emballés dans du cuir. Il a pas vraiment d'originalité. Là où, en fait, justement, tous les autres programmes ont une espèce de délire un petit peu à la Deus Ex Human Revolution, avec leur look un peu cyberpunk mélangé à du comment ça s'appelle, corpo style, tu sais, avec leurs fringues qui sont très comment ça s'appelle, très épurées, et en même temps de tous de stylistes, et en même temps avec leurs cheveux un peu en brosse, tu sais, style créteux quepon et tout le bordel. Bah tous les autres programmes ont un style d'enfer. Même Clou, quelque part, quand il a son casque avec son manteau et son attitude, il a un style d'enfer. Lui, il a rien, en fait. Il ressemble à un méchant. Littéralement, en fait, si tu demandes, je pense à ChatGPT, crée-moi un méchant générique métal cuir robot sur 20, il va te sortir la gueule de Tron dans ce film, quoi. Tellement le personnage est bidon. Alors, ok, il a 2 disques, ce qui symboliserait le fait qu'en gros, t'as Tron et Riezler et blablabla. Ta gueule, quoi, mec. Désolé de le dire comme ça, mais c'est bidon et le design n'est pas ouf. Si seulement vous lui avez justement donné un design qui est aux antipodes de ce qu'est Tron dans l'absolu, quelque chose qui va complètement à l'opposé de ce qu'est Tron, j'aurais dit oui. Sans aucune hésitation, j'aurais dit oui. Parce que le personnage aurait été au moins visuellement intéressant. Les flashbacks moches aussi, c'est hyper con quand on t'explique en fait justement quand Clou a pris le pouvoir. J'ai pas compris pourquoi, parce qu'en fait en gros, bah ils montrent les scènes, mais ils se sont emmerdés en fait sur tout l'autour en fait en gros du cadre. Là ici comme ça en fait tout autour du cadre, ils se sont emmerdés à mettre un effet brouillard bizarroïde dégueulasse qui fait que ça bouffe la moitié de l'image. Et c'est con parce qu'en fait en gros bah t'as pas besoin. On a 2 Flynn jeunes et un Tron jeune. Ils sont tous en PlayStation 3, ça passe crème. Y a aucun problème en fait en gros. Et c'est d'où là l'utilisation justement des face swap qui passerait super bien. J'ai exposé plus ou moins ce que j'aimais pas dans le film. Parlons maintenant de ce qui est très bon dans le film. Cora. Cora est géniale de bout en bout. Dès que la meuf elle apparaît, elle est cool. Ses répliques sont cool, ses maladresses sont cool, sa curiosité est cool, l'actrice qui joue le personnage est géniale. Je veux dire, même dans le chara design. Je suis pas fondamentalement fan en fait de la façon à certains moments dont on la filme. Tu sens en fait en gros faut qu'on mette en avant que l'actrice est bonne. Ce qui fait que certains plans sont beaufs et placés à des moments où en fait, justement, il y a Flynn qui te parle d'un génocide. C'est sûr que c'est le meilleur moment pour montrer une nana qui a des super belles jambes moulées dans un pantalon en cuir. Que les choses soient très claires, je suis toujours très friand de voir les jolies jambes d'une jolie fille moulées dans un pantalon en cuir. Mec, pas quand il y a un gars qui vient me parler d'un génocide. Voilà, vous voyez un petit peu le problème aussi à certains moments. Et donc, résultat des courses, elle a une frange qui est découpée comme as. Vraiment, sa frange, elle est comme ça. Elle est coupée à la rachasse. J'adore l'idée. Pourquoi ? Parce que tu sens qu'elle l'a coupée elle-même. Parce que tu sens, en fait, en gros, que elle a aucune notion, en fait, justement, d'esthétisme propre à nous, être humains. Elle a lu dans un livre qu'il y avait des franges, elle a essayé de se faire une frange, elle a dit c'est bien, et elle est partie avec. Ce qui fait qu'elle a cette candeur, en fait, en gros, d'enfant qui découvre le monde, et en même temps, cette badasserie, justement, de la meuf, qui est venue au monde à la trentaine, à 20-25 ans, et qui botte des culs. Et, d'un autre côté, j'adore, justement, le concept de son personnage. Parce qu'elle a pas besoin, justement, de Sam. Elle est pas sauvée par Sam à aucun moment. Elle est plus que capable. Et, justement, elle intervient, en fait, justement, dans ce que je qualifierais du combat, en fait, idéologique entre les fils. La grande thématique, en fait, justement, l'une des grandes thématiques, justement, de ce Tron Legacy, donc Tron l'héritage, c'est la transmission. On a la transmission Flynn-Sam, mais aussi la transmission Flynn-Clou, qui est hyper intéressante. Et rajoute à ça la transmission Flynn-Cora. Alors, dans le principe, Flynn a transmis à son père, à son fils, Sam, tout, en fait, en gros, justement, ce que je qualifierais de ses mauvais côtés humains.
C'est-à-dire, en fait, en gros, son côté Jean foutiste, son côté tête brûlée, son côté imparfait. Et de l'autre côté, il a créé Clou. Et dont la première fonction en tant que machine, c'est de créer un monde parfait. Et c'est en ça qu'en fait Clou est pour moi un des meilleurs antagonistes que j'ai eu l'occasion de voir depuis pas mal de temps. C'est qu'en fait son programme lui impose d'être parfait en absolument tout et de créer justement le monde parfait. Il y a pas mal en fait en gros d'images d'ailleurs en fait justement qui comment je fais ça, se répondent en fait. Par exemple le fait que Clou contrôle Tron avec 2 sphères, 2 espèces de boules. Alors au départ quand j'ai vu le truc je me suis pété de barre parce que je suis en mode ah ouais, le Tron il le tient par les boules. Mais de l'autre côté tu vois souvent en fait justement quand Flynn parle de Clou, il a en fait des espèces de petits trucs en fait en gros en forme de plein de sphères triangulaires qui se joignent en elles et donc en fait en gros qui s'opposent donc à la forme géométrique du rond en fait de la sphère. Et donc en gros là où en fait justement Flynn voit justement le tableau dans l'ensemble, dans toute la complexité, avec toutes les facettes possibles et imaginables, Clou, lui, voit les choses de manière binaire, de manière lisse, parfait, imparfait. Et l'imperfection, ça ne lui va pas, donc il le dégage. Et donc, la sphère représente justement la perfection, c'est-à-dire un cycle infini qui tourne sur lui-même, ou bien qui est parfait, en fait, qui n'a pas de machin, là où, en fait, Flynn, justement, voit les imperfections. Et donc, en gros, t'as l'opposition de Sam qui est imparfait, à l'opposition de Clou qui est censé être le fils prodige et qui est lui parfait. Et j'adore cette idée-là en fait en gros. C'est pas Clou en fait en gros qui est imparfait parce que son programme a bugué ou que ça merde ou que ça... Non, on lui a dit crée un monde parfait et là il a vu les imperfections de son créateur. Il a vu les imperfections ce qu'ils appellent les ISO en fait en gros. Donc c'est une race en fait en gros qui a été créée naturellement. La grille a d'elle-même créé en fait justement une forme de vie. Ce qui est littéralement le prochain step de l'évolution. En fait, en gros, les programmes qui ont un libre arbitre et une conscience et qui peuvent faire ce qu'ils veulent et tout le bordel, l'idée est exceptionnelle. Et Clou ne les voit pas comme étant des programmes, il les voit comme étant des anomalies. C'est-à-dire, littéralement, des choses imparfaites. Et donc, en gros, au moment où il lance sa rébellion, il pose la question à Flynn. Est-ce que je dois créer le monde parfait? Et lui répond, ouais, bien évidemment, c'est un peu pour ça que je t'ai créé, tu vois, innocemment. Clou, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à génocider tout le monde. Pourquoi? Parce que pour lui, les ISO représentent la perfection. Et donc, en gros, ça va à l'encontre de son programme. J'ai trouvé l'idée géniale. L'idée est géniale. Et en fait, en gros, c'est en opposition avec Sam, qui est justement son fils biologique, mais qui est totalement imparfait. Et justement, en fait, en gros, je pense que l'erreur de rendre Sam con vient de là. Parce que, en fait, en gros, tu peux rendre Sam imparfait, justement, dans ses réactions. Tu peux le rendre imparfait en le rendant, justement, humain. Le simple fait qu'ils te regardent et qu'ils te disent, bah, je sais que toi, tu peux rester dans ce monde et que moi, dès que je supprime Clou, je te ramène et tout le bordel. Le simple fait, en fait, en gros, d'être obligé à nouveau d'être abandonné par son père ou d'abandonner son père est une erreur stratégique, une erreur de calcul. Mais qui est compréhensible parce que le gamin ne veut pas, en fait, justement, que son père l'abandonne à nouveau. Ou d'être séparé de son père encore une fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait que, si Sam prenait de mauvaises décisions pour de bonnes raisons, et non pas pour des raisons égoïstes, vous arriveriez à créer un personnage qui est à la fois compréhensible, dont on peut justement avoir de l'empathie, et en même temps, qui permet en fait justement au spectateur de s'identifier. Et là vous avez littéralement la Triforce en fait en gros d'un bon personnage. Sauf que là, vous l'avez rendu con pour le rendre en opposition avec Clou, et vous l'avez rendu con pour le rendre con. Parce qu'il faut bourrer le personnage de défauts. Vous auriez expliqué le fait qu'il est pas PDG de Encom, alors qu'il est, sur le papier, il peut l'être, en disant tout simplement qu'il se pense pas à la hauteur de la responsabilité de son père, et tout le bordel. Syndrome de l'imposteur, et tout, blablabla, Nepo Baby, en plus, littéralement. Il y avait aucun problème, ça aurait passé nickel. Mais là, en fait, justement, vous avez rendu le personnage con pour être con et ça va pas. Et donc, ça rend justement l'opposition avec Clou intéressante, mais légèrement bancale quand même. Parce qu'en fait, bah oui, Clou représente justement cette perfection, et Sam, en fait, ne représente pas l'imperfection. Il représente justement, en fait, juste la connerie du scénariste qu'il a écrit, et c'est triste. Bref, et donc, dans cette équation, bah, vient Cora, en fait. Cora qui a justement eu la chance de grandir avec Flynn, et qui est justement, en fait, dans le principe, le mélange parfait entre les deux. C'est-à-dire l'imperfection humaine mélangée à la perfection binaire. Elle représente tout ça. Elle est capable de prendre les décisions difficiles au moment où il faut le faire, comme par exemple dans l'idée de, malheureusement, devoir sacrifier Clou pour sauver Sam.
elle va le faire, ça ne l'enchante pas, mais elle va prendre la décision. Là où Sam, en fait, qui est dans l'émotionnel, et donc par extension, dans l'imperfection, ne pourra pas le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfait. Et donc, il y a justement, en fait, en gros, ces trois idées, ces trois formes, en fait, justement, de perfection et d'imperfection qui se mélangent, et c'est une super bonne idée. J'ai à peu près parlé de tout ce que je voulais dire par rapport à ce film. Je pense que dans l'absolu, pour être très franc, le film, en fait, aurait mérité justement qu'un autre scénariste se pointe, relise le script et change légèrement quelques détails, modifie quelques scènes et en garde d'autres, parce que là, on aurait eu pas forcément un grand film, mais on aurait eu au moins un très bon film. C'est-à-dire qu'il y a très bon film, il y a excellent film, il y a classique, il y a tout ce que vous voulez, mais là, pour le coup, on aurait un très bon film, une très bonne suite, et justement, j'ai apprécié le fait que, pour le coup, ils ont essayé le plus possible, justement, en fait, de garder l'héritage de l'ancien, tout en créant quelque chose de nouveau, sans marcher dessus, sans le piétiner, et tout le bordel qu'elle a avec. C'est, pour moi, c'est pas un film que je recommanderais, en fait, en gros, excepté pour sa BO, ses scènes incroyables, sa DA qui est très très bonne. Si vous êtes, je déconne pas, si vous êtes vraiment fan, en fait, en gros, bah, bêtement, comment ça s'appelle, de voitures futuristes, de véhicules futuristes et ce genre de choses, vous avez 1h40 pour vous éclater. Franchement, il y a 1h40 pour s'éclater et tout le bordel qui va avec. Et en termes de science-fiction, moi j'ai eu mon compte par exemple avec les ISO dont j'en ai pas parlé, mais il faudra regarder le film pour un peu comprendre, parce que je vais pas non plus trop rentrer dans les détails d'à quel point en fait c'est du génie, l'idée même d'avoir les ISO, quoi, j'ai pas d'autres mots. Mais dans l'absolu, c'est un film moyen qui ratasse ça, en fait, justement, d'être un très bon film, et qui, dans l'absolu, aurait, je pense, ouais, mérité un petit coup de polish de la part d'un scénariste pour vraiment rentrer dans les annales. Voilà, voilà. Bon, sur ce, bah, je vais aller me faire le dernier film, dont je crois que c'est Tron Ares, un truc comme ça, et je vous retrouve dans approximativement 2 petites heures. À tout de suite. Bah, c'était chiant. Alors, Tron Ares, on résume en 3 mots. Dans le premier film, l'ancien PDG, Dillinger, avait fait virer Flynn. Quand Flynn a révélé ses magouilles, d'ailleurs, petite chose qui est très drôle, c'était encore à l'époque dans les années 80 où on pensait qu'un PDG qui prend un scandale se faisait automatiquement virer en fait de sa boîte. Ils étaient mignons, ils étaient candides. Bref. Dillinger s'est fait virer de sa boîte, c'est Flynn qui l'a récupéré. À l'heure actuelle, Flynn a disparu. Sam était censé reprendre la boîte, mais Sam finalement n'a pas repris la boîte. Oh bah oh, comme c'est étonnant, mon dieu, mon dieu. Comme si, je sais pas, on avait justement fait tout un travail sur le personnage dans le deuxième film pour que le personnage justement puisse enfin évoluer et prendre les rênes de la boîte. Spoiler, visiblement, ça n'a servi encore à rien. Pourquoi? Parce que Disney a fait en sorte que Encom soit maintenant dirigé par 2 jumelles, ou 2 meufs, bref. Je vais être très franc, j'ai même pas retenu, je veux dire, je viens de finir le film là à l'instant, j'ai même pas retenu leur nom. Je suis désolé, hein, mais voilà, bon. Je vais pas m'énerver tout de suite, on continue. Bref. Donc, le petit-fils justement de Dillinger reprend une boîte, a créé sa propre boîte et a une boîte concurrente. Ils utilisent les mêmes technologies, ils utilisent la grille exactement pareil, et donc ils créent Ares, qui est un programme qui est censé être le nouveau MCP. Le problème, c'est que Ares finit par, me demandez pas pourquoi, me demandez pas comment, ressentir des émotions, parce que maintenant, ils arrivent justement à télécharger dans le monde réel, créer dans le monde réel, des programmes, des véhicules, et tout un tas d'autres bordels, en fait, qui viennent de la grille. Ils essaient de le vendre, en fait, justement, à l'armée, à ce genre de choses, blablabla. Mais le problème, en fait, en gros, c'est qu'il leur manque une ligne de code qui fait que les programmes en eux-mêmes ne tiennent pas plus de 30 minutes dans notre monde. On va y revenir après. Ensuite, résultat des courses, dans le fin fond du trou du cul de l'Himalaya, l'une des 2 sœurs qui dirige Encom, elle trouve un des anciens programmes de Flynn qui permet justement aux créations qui sont téléchargées depuis la grille de rester vraiment dans notre monde ad vitam aeternam, ce qui permettra en fait par exemple de créer à l'infini des ressources. Encore une fois, je dis rien. Encore une fois, je ne dis rien. Et donc, résultat des courses, le PDG, comment ça s'appelle, donc c'est Peter Evans qui le joue, ce trou du cul, le PDG de la boîte concurrente de Encom, qui est joué par Peter Evans, va donc hacker justement en fait leur serveur
pour récupérer le dossier où il y a en fait justement le code. Finalement, ils te disent qu'ils ont récupéré le dossier. Mais finalement, en fait, en gros, ils te disent qu'il n'y a pas le code dedans. J'ai rien compris, je me fous pas de votre gueule. Le film, je viens de le finir il y a même pas 10 minutes. Dans l'absolu, finalement, ils se disent, oui, mais la nana, en fait, en gros, la nouvelle PDG de Encom, elle a le code, donc on la kidnappe, on la télécharge dans le monde de la grille, et donc ça va nous permettre d'extraire son code. Mais attention, si on le fait, la meuf, elle est désintégrée. Et là, Ares, il a un cas de conscience, il a développé des sentiments et tout, blablabla. Donc ils s'enfuient ensemble, mais en fait, il a que 30 minutes pour justement, en fait, en gros, récupérer ce dit code. Ils vont donc le retélécharger dans une ancienne grille pour qu'il récupère le code. Spoiler, c'est Tron 1, c'est le premier Tron. Donc on se retrouve encore une fois avec Disney qui fait une auto-référence de merde aux années 80, je déconne pas, c'est puant de conneries. C'est puant mais horrible en fait le délire. Et finalement, en fait, en gros, Peter Evans, il pète un plomb, il commence à attaquer les humains. Et en fait, le truc, c'est que les programmes, ils échappent complètement à son contrôle parce qu'il leur a ordonné, vous retrouvez machin, vous me retrouvez le code, vous la zigouillez. Et en fait, en gros, Ares, il finit par récupérer le code, donc il devient un nouveau Tron. Dans le monde réel, il bat tout le monde. Fin, voilà. Ce film est pas nul. Ce film est une perte de temps. Déjà, premier défaut, Jared Leto. Je vais pas tourner autour du pot, je vais pas me prendre la tête de 307 ans. Jared Leto. Je ne comprends pas comment un gars qui a plus de casseroles que Philippe Etchebest en a dans sa cuisine au cul a encore une carrière. Je ne comprends pas pourquoi on a cancel je veux dire, et c'est vous que je regarde, les woke extrémistes. On a cancel des gens pour des blagues sur Twitter. Vous n'êtes pas foutu de cancel un gars qui a une île privée à la Epstein où il se comporte comme un gourou de secte. Il a je sais pas combien de plaintes d'abus sexuels au cul et vous ne l'avez toujours pas cancel. Est-ce que c'est ça le beauty privilege? Est-ce que c'est ça le fait que le mec soit BG qui le protège justement de se faire ruiner sa vie? À un moment, faudrait qu'on m'explique. Parce que, encore une fois, deux poids, deux mesures. T'as un con qui balance une vanne sur Twitter, vous lui démolissez sa carrière. Le gars, il a un palmarès à la Jeffrey Epstein, no problemo. Voilà. Donc, résultat des courses pendant tout le film, Ares, je n'ai eu à aucun moment de l'empathie pour lui, pour ce qui pouvait lui arriver. Le gars, je vais pas dire qu'il joue très mal, c'est qu'il joue pas. Je veux dire, un détail tout bête. Si on devait taper sur un chef-d'œuvre des années 80 qui est Terminator, l'acteur qui joue justement le T-1000 dans Terminator 2, dans toutes les scènes, il cligne pas des yeux. Pourquoi? Parce que l'acteur s'est dit, c'est un truc que je veux apporter à mon personnage pour justement en fait faire comprendre que il est comme tout le monde mais en même temps il est dérangeant. Il y a quelque chose qui va pas. Là, le gars, on lui a dit, tu joues un robot. J'ai vu aucune différence. Sincèrement, j'ai vu aucune différence entre Jared Leto qui joue à Ares, de Jared Leto qui joue dans n'importe quel autre de ses films. La seule fois où j'ai vu un peu de différence, c'est quand il surjouait Joker. Et ça s'arrête là. Mais pour le reste, mon Dieu du ciel, c'est plat, c'est plat, c'est plat, c'est plat. Vous aviez une super opportunité, justement, en fait, en gros, d'expliquer pourquoi est-ce que les créations... Parce que ça aussi, c'est un très bon truc. C'est un très bon truc, en fait, justement, d'avoir essayé de créer de l'enjeu avec le principe de les créations qui sont amenées dans le monde, dans la grille, au monde réel, ne peuvent pas rester plus de 30 minutes. L'idée est très bonne. Objectivement parlant, l'idée est très bonne. Et elle est très bonne parce qu'elle permet, en fait, de résoudre un problème de si on peut créer à partir de lignes de code et à partir de rien, de la matière, et qu'on peut créer à l'infini, je sais pas moi, du plutonium, de l'uranium enrichi, du pétrole... Combien de temps vous pensez que ça va prendre à l'administration Trump ou à toutes les autres administrations gouvernementales américaines de se pointer et de faire à partir de maintenant cette technologie appartient au gouvernement. Donc c'est à nous, donc ta gueule. Et en gros eux, de coder des armes nucléaires à l'infini pour imposer justement leur volonté au monde. Spoiler, je pense que ça devrait aller plus vite que si tu disais... Merde, on vient de faire une connerie. Là, t'as déjà les Space Marines du FBI qui sont devant ta porte. T'as les Space Marines, enfin, t'as les Black Templars
comment s'appelle, de la CIA, qui sont déjà en train de taper à à la porte de chez toi. C'est con, c'est con, c'est con. Si tu peux créer une ressource à partir de rien, bien évidemment que le gouvernement, il va foutre sa main dessus. Ça a pas de sens. Donc, résultat des courses, j'aimais bien l'idée, en fait, justement, les programmes ne peuvent tenir que 30 minutes dans notre monde à nous. Et en fait, c'est hyper con, mais spoiler, les ISO le peuvent. Les ISO le peuvent. La preuve, on a dans le film des articles de journaux où tu vois Sam avec justement Cora. Cora qui est revenue dans le monde réel à la fin du deuxième film. Pourquoi justement Cora n'est pas la personne la plus importante du monde? Parce que si tu ne peux pas trouver le programme, tu peux au moins, je sais pas moi, essayer d'extraire justement le principe de comment faire tenir les programmes dans le monde réel grâce à l'ADN de Cora. Ou un truc du genre. Grâce à son code source. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, Disney ont décidé, justement, d'essayer de reconnecter les wagons. Mais ils ont reconnecté les wagons à la Disney. Vous avez décidé, en fait, justement, de réarranger les wagons, mais vous avez pas branché, en fait, en gros, absolument tous les câblages. Parce que ça vous faisait chier, en fait, pour le coup, d'avoir, encore une fois, en fait, en gros, à récupérer l'ancien acteur. À récupérer l'actrice qui jouait Cora, à se démerder en fait justement pour essayer de recoller les wagons et de faire une histoire qui était cohérente ou quoi que ce soit. Non, vous vouliez un film d'aventure pas prise de tête et tout le bordel, sauf que votre film il est pas con, il est chiant. Et en fait en gros dans l'absolu, ce qui est le plus emmerdant là-dedans, c'est que vous rajoutez des nouveaux personnages, la moitié sont des personnages fonction. On a le PDG mais qui est en fait un génie et qui va jouer avec les héros. Il est là 3 scènes. Mais, sur 20. On a le comic relief qui est là, qui n'aura jamais aucune chance de conclure avec l'héroïne, parce que ça se voit à des kilomètres. Il est là, il est pas drôle plus que ça, mais. Vous avez l'héroïne qui est censée filer un coup de main ARS. Vous n'avez pas, heureusement, vous n'avez eu la politesse de ne pas la faire tomber dans la romance. Merci, au moins vous avez pas eu, encore une fois, cette insulte envers le spectateur de le prendre pour un con, de dire que sous prétexte que Jared Leto il est beau, donc sous prétexte que Ares il est beau, l'héroïne doit forcément mouiller sa petite culotte en le voyant. Merci beaucoup, hein, voilà. Mais, les meufs, je déconne pas, elles n'ont aucune personnalité excepté de, je crois qu'elle s'appelle Anna l'héroïne, mais elle a aucune personnalité excepté ma sœur est morte et donc en gros je dois vivre pour elle, blablabla. Pourrait marcher que si les personnages étaient bien développés, parce que c'est des pages blanches encore une fois. Disney ne veut pas développer ses personnages, ils ont pas de... En fait en gros ils sont persuadés que si tu mets un personnage qui est censé avoir une fonction, le personnage remplira la fonction. En vrai pour le coup, le fait d'utiliser les programmes en disant programme tu as une fonction, tu dois faire ça, ça n'a jamais aussi bien reflété Disney. Je vais donner un exemple. Rey Skywalker, tu dois tout déchirer, elle déchire tout. En mépris de la logique et de la cohérence. Sans parler du fait que Disney ne peut pas s'empêcher justement d'écrire des pages blanches parce qu'ils sont complètement persuadés que ça permettra une meilleure identification du spectateur au personnage. Le problème, c'est qu'ils oublient tout simplement que les spectateurs ont eux aussi un vécu et que c'est ce dit vécu qui permet justement de mieux s'identifier au personnage. Traduction: personne ne s'identifie à un bout de papier blanc. Y a rien en fait, le personnage n'est pas muet par l'ambition justement de sauver le monde, de réaliser. Elle doit vivre dans l'ombre de sa sœur. Elle veut en fait en gros vivre dans l'ombre de sa sœur. Mon dieu, mais c'est nul. Faites revenir Sam, ça aurait été cool là pour le coup. Ça aurait été cool de voir Sam en fait en gros qui depuis 10 ans se pète la nouille à essayer justement de dépasser son père. Parce qu'en fait c'est ça en fait justement qui manque à votre film. Votre film, il manque de l'ambition. Vous avez littéralement un boulevard. Vous auriez pu créer un nouveau clou qui a pour ambition de détruire le monde des humains. Vous auriez pu avoir justement beaucoup de parallèles à faire justement avec au même titre que même carrément vous auriez pu partir sur un délire où justement les machines se considèrent maintenant comme étant parfaites et donc doivent détruire le monde et donc en gros en fait considèrent justement les humains comme étant imparfaits à cause de leurs différences ou quoi que ce soit. Je dis bien le mot différence. Vous voyez le boulevard que vous aviez, justement, pour parler des communautés, enfin, des minorités, des communautés, des trucs comme ça. Vous comprenez le délire? Ah non, c'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié encore une fois que Disney ne fait que du progressisme de façade. Sinon, ils auraient pas littéralement cancel certaines séries, hein, parce que justement les héroïnes étaient, comment ça s'appelle, trop progressistes à leur goût. Bref. Mais donc, le film manque profondément d'ambition. Résultat des courses, en fait, nous, les fans, même moi compris, en fait, un petit peu au final, après le visionnage du deuxième film, je voulais voir, justement, quelque part, le monde de la grille essayer d'envahir notre monde. À grands coups de technologie super avancée qui se bastonnent contre nous, qui, en fait, en gros, avons là, à ce moment-là, en fait, face à eux,
Bah, en fait, des bâtons, quoi, littéralement, parce que nos meilleures armes de destruction massive et de guerre sont des jouets pour eux, tellement, en fait, leur technologie est avancée ou quoi que ce soit. Ça aurait pu être vraiment génial, mais non, parce que vous manquez d'ambition. Le film manque, encore une fois, d'ambition, mon Dieu, c'est abominable. Je déconne pas, regardez le film, vous savez ce qui va se passer. Tous les trucs. Les méchants utilisent un canon, le canon il va resservir après derrière. Ares qui est conçu justement pour en fait en gros être le protecteur parfait de la grille et tout le bordel. Tu sais qu'il va avoir des sentiments, il a des sentiments. Allez hop, il y a aucune justification à ça. Il y a aucun machin, c'est convenu, c'est bidon, tu vois les retournements arriver à des kilomètres. C'est naze, enfin c'est même pas que c'est naze, c'est que je viens de perdre 2 heures de ma vie, là, premier degré, je viens de perdre 2 heures de ma vie pour un film en fait qui n'a aucune ambition, qui n'a aucune envie, qui a légèrement de l'esthétisme bien évidemment, parce qu'en fait en gros, bah, ça reste Disney, donc les mecs en fait en gros si tu mets une personne, une toute petite personne à la DA qui est légèrement compétente, tu te retrouves avec des putains de bonnes idées comme le fait que on a des sociétés concurrentes. Résultat des courses, on a la société Encom dont les cercles de données, les disques de données avec lesquels ils se battent sont des ronds. Et de l'autre côté, on a la société concurrente dont les signes sont des triangles. Donc résultat des courses, bah qu'est-ce qui se passe? Oui, on a une opposition encore une fois en termes de géométrie. Il y a des bonnes idées au niveau, encore une fois, de la DA. Je suis désolé, mais putain, les bécanes. Et bien évidemment, encore une fois, les effets spéciaux sont excellents. Et c'est pas ce que je reproche au film, encore une fois, en fait, en gros, parce que je suis désolé, mais c'est même pas une upgrade, en fait, en gros. C'est à peine, en fait, justement, une upgrade. Voyez ça comme étant... On avait Tron V1, on est passé à Tron, l'héritage, qui lui, en termes de design, en fait, en gros, apportait la 3D, et donc avec elle, les nouveaux designs de véhicules et tout le bordel, et on passe à, littéralement, la V2.18, là, on est à la V2.19. Parce qu'objectivement parlant, en fait, même en termes de DA, il n'y a pas de vraie modification. Là où, en fait, par exemple, on avait justement toute une ribambelle de costumes qui étaient différents, justement, au niveau des programmes. Là, tous les programmes se ressemblent, leurs costumes, ils sont bidons as fuck. Et oui, il y a 2-3 machins. Et encore une fois, tu vois tout arriver. Quand tu vois, en fait, en gros, par exemple, Ares, en fin du film, récupérer le code qui lui permet de rester dans le monde réel et tout le bordel, je savais qu'il allait devenir bleu. Spoiler, il devient bleu. Il y a un moment, en fait, en gros, tu prends Athéna. Bon, je vais pas non plus vous faire un cours de mythologie et tout le bordel, mais Arès est un des fils détestés par son père. C'est le dieu de la guerre brutale. Athéna, c'est la déesse de la guerre, des tactiques militaires et tout le bordel qui va avec. C'est la déesse et la fille préférée de Zeus. Spoiler, bien évidemment que c'est elle, en fait, en gros, qui allait justement être la grande méchante. Parce que c'est elle, justement, qui doit être fidèle à son créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Résultat, putain... Tu vois arriver justement Peter Evans qui, ils auraient pu essayer de faire un personnage nuancé, un personnage intéressant. Non, c'est un PDG New Age qui ressemble à un adolescent. Résultat des courses, il est tatoué de partout. Et malheureusement, c'est un gamin enfant. Il écoute pas sa maman. Maman qui essaye de l'envoyer sur le bon chemin et tout, blablabla. C'est convenu. J'ignore parfaitement qui a écrit ce truc. Mais premier degré, retourne en école de cinéma, mon gars. Retourne en école de cinéma. Même pas, en fait. Je suis sûr que le gars a probablement voulu, justement, faire quelque chose d'original. Sauf que t'as Disney qui est arrivé derrière, qui a fait « Nous, faire de l'original? Jamais de la vie. Nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour faire de l'argent. » J'espère que le film s'est planté au box-office. Premier degré. J'espère sincèrement que ce truc s'est planté au box-office. Pourquoi? Parce que les gens méritent mieux. Les gens méritent mieux, en fait, qu'un film qui manque d'ambition, qu'un film qui est convenu. Un film qui a une histoire... Ou même, je déconne pas, un enfant de 8 ans qui n'aurait jamais vu Tron, ou n'aurait jamais vu un film de science-fiction, saurait déjà de base ce qui va se passer à l'avance. Parce que je déconne pas, putain, mais tu vois les retournements venir à des kilomètres. Je vais terminer vite fait avec la musique. Alors, je vais être très franc. Non. Parce que, pour le coup, si vous êtes fan de Nine Inch Nails, je suis désolé pour vous. Parce que je me dis quand même, j'écoute pas, pour le coup, Nine Inch Nails, mais je me dis quand même que, pour un groupe qui a une carrière comme ça, qui est reconnu, qui a du succès, c'est quand même qu'ils doivent faire de la bonne cam. Vous voyez ce que je veux dire? Que quand même, au moins un minimum, musicalement parlant, les gars doivent quand même toucher un minimum leur bille. Toute la production musicale sont à base de... On va te sortir un son de Dépêche Mode ou deux. On va... Attends, il y a du Dépêche Mode et je crois que de mémoire, vite fait, allez, creuse dans ta mémoire. Il y a du Black Sabbath. Et après, le reste, en fait, en gros, ça n'est que... de la Sunwave style années 80
comme tu peux en trouver libre de droit, gratos sur YouTube. Je déconne pas, hein. Je peux vous citer, mettre en machin là tout de suite au montage, 10 à 20 chaînes YouTube qui font ça. Qui vous mettent justement de la Sunwave, de la Sunwave style années 80. Toutes les musiques ressemblent à ça. Alors je dis pas, hein, quand tu la compares au Daft Punk, je suis gros fan des Daft Punk, peut-être que je manque d'objectivité, si vous en avez envie, ok, pas de souci. Non, un moment, je veux bien acheter l'album des Daft Punk sur, comment ça s'appelle, sur Tron l'héritage, malgré le fait que le film soit pas incroyable, no problemo. Par contre, j'achèterai pas le vinyle de ce truc, sauf si j'ai envie de me poser justement, comment ça s'appelle, dans mon canapé avec ma platine qui tourne, avec un peu de Sunwave. Le problème, c'est que pourquoi je débourserais 1 centime dans un vinyle d'un film qui est nul pour littéralement de la Sunwave que je peux trouver gratuit sur YouTube. C'est une honte de proposer un truc pareil. Et en même temps, je m'attends à quoi venant de Disney? Vous prenez un groupe, justement, encore une fois, comme Nine Inch Nails, qui a des fans, qui est reconnu, qui peut être un bon groupe. J'écoute pas, donc j'en sais rien, mais qui doit au moins pouvoir proposer quelque chose de bien, et vous leur faire sortir ça? Je dis un truc aussi bidon et convenu. Ça symbolise encore une fois tout ce que je disais sur le film. Le film manque d'ambition. Le film est plat. Les personnages sont oubliables, les situations sont oubliables. Il n'y a pas un moment où même, je déconne pas, j'essaie tant bien que mal de m'en rappeler. J'ai fini le film il y a 23 minutes et 12, 13, 14 secondes. J'ai fini le film il y a 20 minutes et la moitié je m'en rappelle pas. Tellement c'était... Même en termes de réalisation, il y a des plans qui auraient pu être sympas. Il y a des plans qui auraient pu être sympas. Ils essayent de ce que je qualifierais le B.A.-ba de la réalisation de voitures. Par exemple, la GoPro collée à l'arrière de la roue, qui filme en fait en gros comment ça s'appelle, qui filme en gros l'arrière de la voiture et tout le bordel en marche. J'ai pas d'autres mots en fait à quel point pour dire que ce film est une immense perte de temps. C'est une immense perte de temps, ça aurait pu être intéressant. Moi, j'étais très content, en fait, justement, de revoir Cora, de revoir les ISO, de revoir Sam aussi. Ils ont fait revenir Jeff Bridges, qui, visible physiquement, a encore pris, donc, résultat des courses, en 10 ans, 15 2011, 15 ans. En 15 ans, l'acteur a repris, malheureusement, parce que le temps n'épargne personne, ce qui fait que résultat des courses, son hologramme, qui est, en fait, en gros, un programme qui n'existe que parce que Ares est là. Qu'est-ce que le... C'est de la science. Encore une fois, c'est de la science. Disney, vous ne pouvez pas dire ta gueule, c'est magique. Voilà, bref. Mais donc, le mec, tu vois qu'il est plus vieux. Tu sens que Jeff Bridges, il est là juste pour le chèque, qui se fait à peine chier à jouer, en fait, en vrai. Et si j'ai qu'un conseil à vous donner, n'allez pas voir, ou ne regardez pas, ne perdez pas votre temps à regarder Tron Ares. Et... j'espère sincèrement en fait que Disney va se lasser justement de Tron, va laisser ça dans un carton, et avec un peu de chance, il y aura un prod, même pas, il y aura un réal, un artiste ou deux en fait en gros qui seront fans en fait justement de Tron, qui vont se dire, en vrai, on négocie en soum soum, on arrive à récupérer le truc, et on arrive à faire un bon film. Sans prétention, avec pas trop de budget et tout, il y a moyen. Vraiment premier degré, il y a moyen. Parce que là, j'en ai pas parlé, vite fait, je reviens là-dessus. Le film est pété de références. Et si autant, par exemple, j'appréciais les petites références qu'il y avait dans le 2, par exemple, le fait que Sam vive dans un espèce de loft aménagé un peu bizarroïde, en fait, en gros, mon fantasme, en fait, littéralement, d'appartement, c'est littéralement, t'as pas de loyer, parce qu'en fait, en gros, c'est toi qui le truc est insalubre, mais en même temps, en fait, en gros, c'est ultra cosy, c'est ultra... c'est comment on appelle ça déjà, architecture urbaine, un truc comme ça, je sais plus, faudrait que je demande à une pote à moi qui est architecte de me donner le style d'architecture que c'est, mais j'adore ce genre de conneries en fait en gros. Et en fait en gros, le bâtiment dans lequel il vit s'appelle Dumont. Dumont était le nom justement d'un des programmes dans Tron, premier du nom. Alors, en vrai, no problemo. Le problème en fait, c'est que quand par exemple en fait on te fait une ref comme ça passe. Dans le deuxième film par exemple, il y a Flynn, Jeff Bridges qui dit à Cora à un moment quand elle pilote pour la première fois un avion, c'est t'inquiète, tout est dans le poignet. C'est exactement ce qu'il disait en fait en gros quand il a battu le record du monde en fait en gros sur le jeu qu'il a créé en fait en disant oh vous savez tout est dans le poignet et tout. Là, littéralement, le mec balance la ref comme ça au début du film, alors que pourtant il a rien dans les mains, il a un clavier. Le truc qui nécessite le moins justement de bouger les mains
Vous comprenez ce que je veux dire? Ça a pas de sens. Si autant, tu vois, il tenait le laser et qu'il était en mode, vise bien, t'inquiète, tu donnes dans le poignet, puis boum, il y arrive. No problemo en vrai. Mais là, en fait, en gros, c'est pété de refs à la con. Ils ont fait un pseudo-musée, en fait, en gros, du bureau de Flynn dans les locaux d'Encom. Pourquoi? Et c'est même pas son bureau, en plus. C'est de son appartement qu'il avait au-dessus de sa salle d'arcade. Voilà. Et ça, en fait, en gros, ce genre de truc du monde que tu vois 2, 3, 4 fois comme ça dans le film. Des personnages qui vont te sortir des répliques, en fait, en gros, qui sont cultes des films d'avant. Ou quoi que ce soit, t'en as plein. Encore une fois, que la force soit avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi on se ferait chier à écrire, en fait, en gros, et à caractériser nos personnages, quand tout ce qu'on a à faire, c'est faire des refs. Pourquoi est-ce qu'on devrait se faire chier, encore une fois, à créer un univers visuel, quand tout ce qu'on a à faire, c'est repomper les anciens et faire des refs en mode « Ah, regardez, on a fait une blague, enfin, on a fait une ref geek !» Bref. Et ben voilà qui conclut mon premier vlog. Ça a été un plaisir de revenir là-dessus avec vous. Si vous avez, pour le coup, des recommandations, des envies particulières ou des films sur lesquels vous voudriez bien avoir mon avis, je vous en prie, puisque le format est beaucoup plus simple pour moi à tourner qu'à écrire, là pour le coup, puisque c'est en total impro. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à une prochaine. Salut, salut.